Compose, épisode 79. Ce livre, c'est pas moi qui me suis mise derrière mon ordinateur et qui me suis dit bon, on va faire un recueil comme ça, voilà, il va être structuré comme ça. En fait, je suis allée piocher dans les notes de mon téléphone et j'ai assemblé ça de manière à ce qu'il y ait une progression et à ce que l'ensemble fasse sens. Il y a beaucoup de textes que j'ai laissé tomber et c'est comme ça que j'ai construit ce manuscrit, et jusqu'à environ 5 minutes avant de l'envoyer, j'avais même pas de titre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Je me suis dit, comment tu décrirais ce que tu as fait? Ouais. Et directement, j'ai pensé à cette mauvaise opinion que j'ai de ce que je fais, ce manque de confiance que j'ai. Et je me suis fait la promesse que si je mettais ce titre et qu'il se retrouvait imprimé sur la couverture d'un livre, là, je devrais commencer à croire en moi et à prendre confiance dans ce que je fais. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou table ronde, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Anaë Roquet, autrice et critique littéraire connue sous le nom de Sorcière littéraire sur Instagram. Ensemble, on a parlé du fait qu'elle avait appris à lire toute seule, de sa passion pour la littérature, puis pour la poésie, de la peur du jugement, de son premier recueil intitulé « Mauvaise poétesse », de son manque de confiance en elle, de la difficulté de croire en ce qu'on fait, de Palmyre, sa maison d'édition, de Gilda Fellé, l'illustratrice qui a réalisé la couverture de son livre, de son compte Instagram, de rémunération, du fait d'être multicasquette, de la valorisation des critiques et influenceuses littéraires, de son rapport aux réseaux sociaux, de fierté. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose sur Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Anaë d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc chroniqueuse littéraire sur Instagram sous le nom de Sorcière littéraire. On y reviendra à ce compte, mais d'abord je voudrais revenir vraiment à plus loin. D'où ça te vient cet intérêt pour la littérature ? Alors, ça me vient de mon plus jeune âge. J'ai toujours été intéressée par les livres, même quand je ne savais pas lire. J'étais intéressée par l'objet. Je savais qu'il contenait des histoires et j'avais envie de les découvrir. Donc, j'ai appris à lire toute seule, en fait. Quand mes parents me lisaient des histoires, j'étais très attentive à ce qui était imprimé sur la page et ça m'a permis en fait de retenir la forme des lettres et les sons. Et dès que j'ai pu lire toute seule, j'allais à la bibliothèque une fois par semaine, je prenais une dizaine de livres. Ça m'a toujours passionnée dès que j'ai pu tenir un livre dans mes mains en fait, et tout y passait, même parfois les catalogues de fruits et légumes, tout me fascinait. Ah, c'est trop chouette. Et qu'est-ce que tes parents pensaient ? Du coup, ça a dû les surprendre aussi, cet intérêt aussi poussé. Oui, je pense. Je pense qu'ils m'ont aidée en me lisant des histoires. Ça a attisé ce goût que j'avais, mais c'est vrai que c'était une passion vraiment presque dévorante, j'ai envie de dire. C'est vraiment, depuis que je suis petite, ce qui me fait vibrer vraiment. Ça ne m'a plus quitté depuis. Et t'as continué du coup à lire comme ça en grandissant, ou il y a eu des phases où tu lisais moins que d'autres ? J'ai toujours lu. Mes goûts ont évolué, mais j'ai toujours lu. Il n'y a pas une période dans ma vie où j'ai arrêté de lire complètement. Bien sûr, parfois les événements de la vie font que on s'en éloigne un peu. Ouais. Souvent sur Bookstagram, on parle de panne de lecture. Parfois, il y a un lecteur ou une lectrice qui disparaît pendant des semaines, il n'y a plus de chronique, et en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça fait que on s'éloigne un peu des livres, mais à part des périodes comme ça, qui duraient quelques semaines, il n'y a pas une période de ma vie où j'ai arrêté de lire, en tout cas. Et justement, c'était quoi tes goûts ? Par quoi tu as commencé vraiment, et puis comment ça a évolué au fil du temps ?
Alors, quand j'ai vraiment commencé à lire des romans, c'est comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense, avec Harry Potter, tout simplement. Je les dévorais, j'attendais la sortie avec impatience. Il y avait bien sûr les films à côté, mais j'ai toujours été très attachée aux livres. Encore aujourd'hui, quand j'ai un coup de mou, je sais que si je les ouvre, je vais trouver du réconfort et c'est un peu comme une lecture doudou, en fait. Et après, c'était quoi? Alors, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de young adult, donc Twilight, Hunger Games, Divergente. Ouais. À l'adolescence, je lisais plutôt ça. Et puis quand je suis entrée à l'université, j'ai fait des études de langue et lettres. Donc j'ai commencé à lire davantage en anglais. Et j'ai lu plus de littérature contemporaine et d'essais aussi à ce moment-là. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui évoquait les droits des femmes, en fait. Donc mes lectures ont évolué à partir de là, en gardant toujours cet attachement très fort aux livres de mon enfance qui m'ont accompagnée. Il y a Harry Potter, mais il y en a d'autres. Je pense par exemple à Coraline de Neil Gaiman, que j'adore relire aussi. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est vraiment... c'est des livres qui ont, je dirais, façonné mes goûts de lectrice aussi. Par exemple, aujourd'hui, j'aime beaucoup Mariana Enriquez. Et il y a ce côté un peu gothique et parfois un peu absurde aussi, très sombre. Je pense que mes lectures d'autrefois ont influencé mes lectures d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est vers ces études que tu t'es dirigée? Enfin, quelle idée t'avais en tête en choisissant tes études? En fait, je voulais pas abandonner l'anglais. À la base, je voulais pas faire d'études supérieures. Ouais. À la fin de mes secondaires, je voulais travailler tout de suite. Mais en fait, mes cours préférés à l'école, c'était le cours de français, surtout tout ce qui était analyse littéraire, et les cours d'anglais. Et je me suis rendue à un salon info études et professions. Et à la base, j'avais demandé des infos sur les romanes, et la personne n'était pas disponible à ce moment-là pour m'expliquer. Il y avait un prof de germanique qui était là, qui m'a dit, je vais t'expliquer, c'est la même chose que les germaniques, mais en français. Et en fait, j'ai quand même pris le catalogue des langues et littératures germaniques parce que j'aimais bien le prof, en fait. Et c'est devenu mon prof de littérature. Après, j'ai vraiment eu... En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas à faire un choix entre les lettres ou l'anglais, en fait, et que je pouvais faire les deux en même temps. Comment t'as vécu ces études? C'était compliqué. En fait, je trouve que les études, c'est difficile à tenir sur la longueur comme rythme. C'est un rythme qui est assez exigeant. On n'a pas vraiment le droit de se reposer. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose sur lequel travailler, des notes à remettre au propre, des travaux à rendre, etc. C'est un rythme très soutenu, un peu comme un marathon, je dirais, qui est difficile à tenir sur la longueur. C'est comme ça que je l'ai vécu et j'étais soulagée. Que ça se finisse. Oui. Surtout le bachelier. Je trouve que le bachelier est plus compliqué que le master parce que dans le master, on est beaucoup plus autonome et indépendant. Et c'est plus facile d'organiser son temps, en fait, surtout quand on a l'habitude peut-être de travailler par exemple... moi, je suis quelqu'un qui peut se mettre à travailler, par exemple, à minuit ou 1h du matin, comme ça, je me dis, là, je vais travailler, je sens que c'est le moment. Et donc, j'aimais bien ce côté autonome du master. Et en master, du coup, t'as choisi quoi? Alors, j'ai fait un master multilingue, mais c'est un peu particulier parce que là, j'ai repris du français, en fait. J'ai gardé l'anglais et j'ai repris du français parce que ça m'avait manqué pendant mes études. Ma langue maternelle m'avait manqué et j'ai pris des cours d'analyse poétique, en fait. C'est pas un hasard non plus. Non. Et justement, pourquoi, comment est né cet attrait pour la poésie? J'ai dit difficile à le situer dans le temps parce que en secondaire, j'aimais déjà bien quand on faisait des analyses de poèmes. J'avais l'impression que tout le monde s'embêtait et personnellement, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, quand j'avais, je pense, 18-19 ans, j'ai découvert... je ne sais jamais comment on prononce son nom, Rupi Kaur, tu vois, qui a écrit Lait, miel, milk and honey. Ah non, je connais pas. Qui est une poésie très contemporaine, très instagrammable et qui, à l'époque, m'avait vraiment bouleversée. Aujourd'hui, quand je le relis, j'aime moins la forme, je vais dire. Mais à l'époque,
ce qui m'a marqué, c'est le côté très instantané, comme celui des réseaux sociaux, en fait, comme le caractère vraiment très instantané d'Instagram. Et c'est quelque chose que j'aime dans la poésie, c'est vraiment le fait que avec un minimum de mots, il faut réussir à faire passer un message, à faire ressentir une émotion. Et je trouve que ça donne une impression de fausse facilité, en fait. Et c'est ce défi-là que j'avais envie de relever. Et tout doucement, il y a des vers qui commençaient à me venir, des strophes entières, des thèmes sur lesquels je voulais m'exprimer, et la poésie a commencé à m'accompagner, en fait. Trop chouette. C'est pendant tes études que tu as commencé à écrire de la poésie ou tu en faisais déjà avant? J'en ai fait un petit peu en secondaire, mais c'était plutôt quand j'avais des travaux à rendre, en fait, et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le fait qu'on me donne un thème et que je dois élaborer là-dessus. Mais ça restait très scolaire et il y avait vraiment un but à avoir une bonne note à la fin, alors que après c'était plutôt quelque chose qui venait naturellement, en fait. Et du coup, ces textes que tu écrivais plus tard, pas ceux vraiment à l'école secondaire, est-ce que tu les montrais à d'autres gens ou tu les gardais pour toi? Je les gardais pour moi, oui. Et pourquoi? Par pudeur, je dirais, et sans doute par peur du jugement aussi. C'est difficile de montrer sa production aux autres et de s'exposer à leur regard, et je pense que j'attendais d'être prête pour ça. Et du coup, on va faire un petit bond dans le temps. Oui. Récemment, tu t'es sentie prête. Tu as sorti Mauvaise Poétesse, ici en octobre cette année-ci. Justement, comment déjà tu t'es sentie prête? Qu'est-ce qui a été un peu le déclic pour te dire que tu allais rendre visible ce que tu écris? En fait, je suis en couple avec quelqu'un depuis quelques années qui m'encourage énormément au quotidien et qui m'a passé commande d'un livre, en fait. Excellent. Oui, il me demandait régulièrement si j'avais envoyé un manuscrit à des éditeurs. Et je lui disais toujours non. Et puis un jour, je lui ai dit, en fait, oui, j'ai envoyé un manuscrit à des éditeurs et voilà, j'attends leur réponse. Et il m'a juste dit très bien. Et, trop bien. Et on a attendu et puis j'ai commencé à avoir des retours. D'abord un retour négatif, et puis j'ai eu un oui mais qui ne m'avait pas convaincue, et puis j'ai eu 2 autres oui. Et en fait j'ai vraiment comment dire, ce livre, c'est pas moi qui me suis mise derrière mon ordinateur et qui me suis dit on va faire un recueil comme ça, voilà, il va être structuré comme ça. En fait je suis allée piocher dans les notes de mon téléphone et j'ai assemblé ça de manière à ce qu'il y ait une progression et à ce que l'ensemble fasse sens. Il y a beaucoup de textes que j'ai laissé tomber. Et c'est comme ça que j'ai construit ce manuscrit. Et jusqu'à environ 5 minutes avant de l'envoyer, j'avais même pas de titre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Je me suis dit, comment tu décrirais ce que tu as fait? Et directement, j'ai pensé à disons cette mauvaise opinion que j'ai de ce que je fais, ce manque de confiance que j'ai, et je me suis fait la promesse que si je mettais ce titre et qu'il se retrouvait imprimé sur la couverture d'un livre, là je devrais commencer à croire en moi et à prendre confiance dans ce que je fais. Trop chouette. Du coup, Mauvaise Poétesse, le titre, c'est un moyen de combattre le syndrome de l'imposteur que tu ressentais? C'est exactement ça. Et puis il y a cette croyance très répandue que nos pensées nous définissent. On nous dit souvent il faut penser positif, le positif attire le positif. Je suis d'accord avec ça dans une certaine mesure, mais c'est pas facile de s'entendre dire ça quand on a du mal tous les jours à croire en ce qu'on fait. Et je voulais proposer quelque chose de différent, justement, me dire, et par extension dire aux personnes qui me lisent ou qui me liront, que nos pensées ne nous définissent pas, en fait. Et que même quand on ne croit pas en soi, il faut quand même foncer. Et la confiance, elle suivra peut-être après. Trop chouette. Et justement, toi qui croyais pas trop en toi, recevoir plusieurs réponses positives de maisons d'édition, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais surprise, touchée, parce que le premier accord ne m'avait pas convaincue, mais les 2 autres étaient argumentés. Et c'était la première fois qu'on me lisait, qu'on me comprenait et qu'on me disait de
très jolies choses sur ce que j'avais écrit. Et des professionnels en plus. Et des professionnels, oui. Donc ça m'a aidé à y croire, même si encore aujourd'hui je doute encore parfois certains jours, mais ça m'a aidé. Et du coup, c'est avec Palmyre Éditions que tu as décidé de travailler. Pourquoi c'est avec eux pourquoi c'est eux que tu as choisi? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ils m'ont téléphoné. Alors, il faut savoir que j'ai extrêmement peur du téléphone. J'ai vu un numéro inconnu qui m'appelait. Je pensais que c'était un démarcheur téléphonique. Donc, j'ai répondu un peu agressivement, je pense. Et en fait, c'était mon futur éditeur qui s'est présenté, qui m'a dit « Je souhaiterais publier votre livre ». Et on a convenu d'une date pour discuter davantage et qui m'explique les conditions aussi sous lesquelles il souhaitait le publier. Donc déjà, le fait qu'ils prennent la peine de m'appeler m'a déjà fait une très bonne impression. Et en fait, l'autre maison d'édition qui m'avait dit oui, qui est une maison d'édition que j'adore et que je visais, en fait c'était celle que je visais, est implantée en France en fait, alors que Palmyre est en Belgique. Et je me suis dit, pour un premier livre, j'ai vraiment envie d'être impliquée dans le processus. J'ai envie d'aller à la rencontre des libraires, des lecteurs. Et ça me rassurait aussi, en fait, de pouvoir juste rouler quelques minutes ou prendre un train et de pouvoir les voir, communiquer avec eux. Et tout le processus du livre est fait en Belgique. Il est imprimé en Belgique, le distributeur est belge, les éditeurs, les auteurs sont belges, la couverture est réalisée par un ou une artiste belge. Et j'aimais beaucoup ce côté local aussi parce que je trouve qu'on fait de très belles choses en Belgique et j'avais envie de participer à ça. Et une autre chose qui m'a convaincue, c'est la jeunesse des éditeurs. Pas que je voulais pas travailler avec des personnes plus âgées, mais ce sont 3 jeunes qui se lancent. Ils sont plus jeunes que moi. Ils ont entre 23 et 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, j'ai envie... je me lance, ils se lancent aussi. Je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble et prendre le risque ensemble. Je trouvais ça vraiment pas mal comme idée. Trop bien. Et puis ce coup de fil aussi, ça rendait peut-être le truc plus humain d'avoir directement quelqu'un au téléphone. C'est pas la même chose que de recevoir un mail qui est potentiellement un peu plus froid, etc. Exactement, même si le mail que j'avais reçu était vraiment très bien formulé, mais c'était rassurant. Et il y avait aussi la possibilité de vraiment développer ce qu'on disait. Donc très vite, il a abordé les modifications qu'il souhaitait apporter au texte. Et ça aussi, ça m'a mise en confiance parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut publier un livre, quand on envoie son manuscrit, il faut vraiment prêter attention aux réponses qu'on reçoit parce qu'il y a des maisons d'édition à compte d'éditeurs, mais il y a aussi des maisons d'édition à compte d'auteurs qui demandent de l'argent pour imprimer les livres. En fait, ce sont des imprimeurs déguisés et qui n'offrent aucun accompagnement, aussi bien au niveau de la correction, qui est un service payant, aussi bien au niveau de l'accompagnement du texte en lui-même. Et ça m'a directement mise en confiance, qui me parle de modifier des choses. On m'a pas mis un couteau sous la gorge, il faut absolument que tu ajoutes une virgule là, mais le fait que cette discussion était possible et qu'ils aient cette volonté d'améliorer le texte m'a également vraiment mise en confiance. Et pour toi, c'était important justement de passer par une maison d'édition et de pas publier ton livre en auto-édition? Oui, c'était important. J'avais envie d'avoir un regard professionnel et j'avais pas envie de... Je comprends que certaines personnes aient envie de tout assumer du début à la fin, mais c'était pas mon cas. J'avais pas envie de vendre des livres, etc. À la base, j'avais même pas prévu d'en vendre du tout. Et puis j'ai commencé à avoir des demandes et donc j'en ai commandé pour quand même en vendre quelques-uns. Mais à la base, c'est pas mon métier et j'avais vraiment envie que le livre trouve sa place en librairie et trouve des lecteurs qui me connaissent absolument pas à la base parce qu'ils rencontrent le livre dans un rayon de librairie et la couverture leur parle. Trop chouette. Et d'ailleurs, du coup, pour l'instant, il est distribué où ton livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il est à la librairie Papyrus, à Namur. Il va être très prochainement dans le nouveau café-librairie Mabalio, qui a ouvert rue des Brasseurs. Et si vous êtes du côté de Bruxelles, il est chez Tropisme. Et il y a un nouveau point de vente qui va arriver bientôt, je vais en parler sur ma page. Sinon, il est également disponible sur le site de mon éditeur. Il y a les frais de port, par contre, il faut en tenir compte.
et il est disponible à la commande dans toutes les librairies Trop bien. en Belgique. Ça t'a fait quoi déjà de le voir imprimé, de l'avoir entre les mains, et puis de le voir dans une librairie? C'était un peu irréel. Ça m'a fait bizarre. Encore plus de le voir en librairie, je pense. Parmi des livres que j'ai adorés, ça m'a émue. C'était important pour toi de le sortir vraiment en version papier, en version physique? Oui, d'ailleurs, mon éditeur n'a pas de livre en version électronique. Ils ont pris cette décision, mûrement réfléchie, de ne pas faire de livre au format électronique parce que ils prennent leur temps à choisir le grammage du papier, etc. Et le livre, ils veulent faire de beaux livres en tant qu'objet, donc ils ne veulent pas faire de version numérique. Et ça, ils m'en avaient parlé dès le départ aussi, pour que je sois au courant quand je signe qu'il n'y aura pas de version numérique. Et ça m'a aussi donné envie de signer avec eux. Je suis pas contre le livre numérique, mais j'aurais toujours une préférence pour le livre papier. Ouais, c'est un parti pris vraiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, y a beaucoup de liseuses, etc. On prône beaucoup le livre audio, le livre numérique. Mais voilà, toi, tu avais envie vraiment de rester à ce support papier qu'on aime toucher, qu'on aime sentir. Oui, exactement. Surtout pour de la poésie. Je pense que même si les livres... les poèmes à la base viennent des notes de mon téléphone, mais je veux pas qu'ils restent sur un écran, je veux qu'ils soient sur du papier, et je pense que quelle que soit la poésie qu'on lit, on l'emporte avec soi, et le format papier apporte vraiment quelque chose selon moi. Oui, donc les notes de téléphone, comment tu les as assemblées? Comment tu as construit ce fil conducteur du livre? Ils ne sont pas par ordre chronologique. Je dirais qu'il y a une évolution plutôt au niveau du caractère de ma mauvaise poétesse. Et les poèmes les plus négatifs sont au début du livre, et plus on avance, plus il y a une sorte de douceur et de tendresse qui s'installe, tout en n'embêtant pas aussi les émotions négatives et les événements de la vie qui arrivent et qui nous font aussi évoluer. Trop chouette. Et tu parlais de faire appel à des Belges pour les différents aspects. La couverture, c'est Gilda Fellé qui l'a dessinée. C'est une artiste namuroise aussi. Oui. Pourquoi c'est elle que tu as choisie? J'admire son travail depuis très longtemps. Et mon éditeur m'avait dit que la charte graphique pour la collection Poésie, c'était une peinture ou une illustration d'un artiste belge, de préférence vivant. Et j'avais le choix, et j'ai directement pensé à elle parce que ces illustrations provoquent chez moi des émotions qui sont semblables à celles que j'aimerais transmettre avec ma poésie, en fait. Je trouve que ce qu'elle fait est très, très sensible, très féminin. J'adore aussi les couleurs qu'elle utilise. Et cette illustration-là en particulier m'a parlé sans savoir, et je lui ai pas encore demandé en fait ce que ça signifie, parce que j'y attache peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a voulu faire à la base. Comme parfois quelqu'un lit un de mes poèmes et me dit c'est ça que t'as voulu dire, et je me dis non, pas du tout, mais c'est très bien que tu l'aies compris comme ça, ça me fait plaisir. Et oui, j'adore ce qu'elle fait tout simplement, et je voulais vraiment que ça soit quelqu'un de la région. Trop chouette. Et justement, aussi bien là dans son dessin que toi dans tes textes, c'est important de transmettre des émotions par l'écrit, par les mots, pour toi? Oui. C'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, ça fonctionne sans doute pas à chaque fois. Chaque personne a une sensibilité différente, mais c'est ce que j'essaye, toujours en gardant un vocabulaire très simple, même si j'aime bien les symboles, les images, etc. Je veux pas que ça soit une poésie obscure, je veux que ça soit une poésie accessible, que n'importe qui pourrait lire et comprendre, peut-être pas aimer, mais comprendre, et pourquoi pas après lire davantage de poésie en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, tes textes sont très accessibles, et on a peut-être moins le côté qu'on peut avoir comme a priori, le côté élitiste entre gros guillemets de la poésie. C'est un a priori qu'on peut avoir. Tu voulais vraiment aller à contre-courant de ça, et justement, comme tu le dis, permettre aux gens de peut-être découvrir la poésie autrement. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a un libraire de chez Papyrus, quand une fois j'y étais passée, et il m'a montré où il avait mis mon livre dans le rayon, et il m'a dit je l'ai lu et j'ai bien aimé, et il m'a dit on comprend.
Et ça m'a vraiment touchée. C'était exactement ce que je voulais faire. Je voulais pas non plus utiliser un langage trop simple et prendre les gens pour des abrutis, mais je ne voulais pas non plus écrire un texte que je suis la seule à comprendre pour montrer aux gens que je dis pas que c'est ce que font les poètes, mais montrer l'étendue de mon vocabulaire et qu'en fait personne n'arrive à percer le texte, ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Tu parlais tantôt de ton compte Instagram, via lequel notamment tu partages, tu as partagé ton livre et on peut te contacter pour le commander. C'est Sorcière littéraire. Oui. Donc tu fais des critiques en fait d'ouvrages. Comment c'est né en fait cette envie de partager ton intérêt pour la lecture et aussi du coup tes critiques via un compte Instagram? Ça remonte au confinement. Je pense que même si je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir, je pense que j'avais un besoin de partage pendant cette période où on n'avait pas la possibilité de partager, notamment pour tout ce qui était culturel. Ouais. Et j'ai créé ce compte à ce moment-là. J'avais envie... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'avais environ 14 ans, j'ai créé un blog où je partageais déjà des chroniques et où je recevais déjà des services de presse. J'y allais au culot, j'avais 14-15 ans, j'envoyais des messages aux maisons d'édition, je disais « Bonjour, je m'appelle Anaé, j'aimerais bien lire ce livre, est-ce que vous me l'enverriez en service de presse ?» Et en fait, les blogs, c'est plus aussi... Ça revient un petit peu, mais ils ont connu à un moment une perte de popularité, ce qui a fait que je me suis éloignée de ça. Et... à un moment, j'avais à nouveau besoin, en fait, de mettre des mots sur ce que je lisais. Mais pas seulement ça, en fait, d'interagir avec des lecteurs et d'utiliser Instagram pour aussi trouver mes prochaines lectures. Interagir avec des gens qui lisent les mêmes choses que moi, ou même pas du tout les mêmes choses, mais qui développent, qui expliquent vraiment ce qu'ils ont ressenti à la lecture d'un texte. Et donc, j'ai créé ce compte qui fonctionne plutôt bien et qui me permet d'échanger avec des lecteurs et des lectrices tous les jours. Oui, il fonctionne plutôt bien. Tu as quand même plus de 13 000 abonnés. Oui. Ça te fait quoi comme ça d'avoir vu vraiment ta communauté grandir au fil des années? Ça s'est vraiment fait graduellement. Donc, et puis, je ne suis pas non plus une influenceuse avec énormément de gens qui me suivent, moi, en tant que personne. Ils sont là pour mes lectures. Mais je suis très reconnaissante parce que si ces personnes n'étaient pas là, il n'y aurait pas des maisons d'édition qui m'écriraient pour me proposer de recevoir des livres. J'en reçois énormément et ça, c'est grâce à ma communauté qui me suit, qui s'intéresse à ce que je lis et je me sens surtout reconnaissante. Et pourquoi sorcière littéraire? J'aimais bien le jeu de mots avec le mot sœur, la sororité et le mot sorcière, que ça soit la figure de la sorcière qui est de plus en plus populaire. Et c'est aussi une allusion à la sorcière des livres que je lisais quand j'étais enfant. Et j'aimais bien la rime sorcière littéraire. Et tu reçois beaucoup de livres. Est-ce que tu as le temps de déjà tous les lire? Et est-ce que en fait, tu les partages tous sur ton Instagram? Je les partage pas tous. Ce que je fais, c'est que quand je les reçois, je fais une story. Comme ça offre une publicité, de la visibilité au livre. Ouais. S'il y a la date de sortie, je la poste, je mets la 4e de couverture, donc ça fait déjà de la publicité pour le livre. Et après, j'essaie quand même de lire selon mes envies, de ne pas me forcer, parce que si je me force à lire un livre, ça sert à rien. Et j'ai pas le temps de tous les lire. Parfois, je ralentis un peu le rythme, j'en refuse, ou je reçois un catalogue, je prends rien dedans, parce que j'en ai déjà qui s'accumulent et le but, c'est pas non plus qu'on m'envoie des livres pour qu'ils restent sur ma table de chevet. Donc voilà. Tu lis combien de livres comme ça en moyenne par mois, par an? Par an, environ entre 100 et 150. Waouh. Après, il y a des formats plus courts, il y a des bandes dessinées, il y a des recueils de poésie. Les recueils de poésie, souvent, je les lis plusieurs fois. Mais il y a des formats plus courts. C'est pas toujours des briques de 500 pages. Même, c'est rarement des briques de 500 pages. Et du coup, ça représente quoi pour toi, la lecture? Comment tu te sens, en fait, quand tu es justement plongée dans un manuscrit? Ça me permet de mettre en pause tout ce qui se passe autour de moi et de m'échapper. C'est pas toujours des lectures joyeuses, mais ça me permet de vraiment
focaliser mon attention sur quelque chose, de me retrouver immergée dans un texte. C'est un peu indescriptible, en fait. Trop bien. Et t'as envie d'écrire une fois autre chose que de la poésie? Ou si t'écris un prochain livre, ce sera aussi plutôt dans cette optique-là? J'aimerais bien écrire un roman, mais je pense que j'arrêterai jamais d'écrire des poèmes parce que c'est vraiment le genre dans lequel je me plais. Là, t'as encore plein de notes de téléphone, du coup? Oui, j'en ai encore, oui. Excellent. Et par rapport vraiment à l'aspect critique, comment ça fonctionne? Comment tu travailles, toi? Tu termines le livre, puis t'écris la critique ou tu l'écris au fur et à mesure? Et comment tu construis, en fait, cet avis critique pour le poster sur ton Insta? Ça dépend. Parfois, j'écris au fur et à mesure parce qu'il y a quelque chose dans le texte. Je me dis ça, il faut vraiment pas que je l'oublie, il faut que je le mentionne, c'est important. Et parfois, la critique est quasi écrite avant que je termine le livre. Puis, je la relis et je me dis, j'avais déjà bien cerné, je pense. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, c'est bizarre parce que les livres qui me plaisent le plus peuvent en fait être ceux qui sont les plus difficiles à chroniquer. Parce que j'ai juste envie de dire, en fait, c'est génial, j'ai vraiment bien aimé, lisez-le. Et j'ai du mal à argumenter quand ça me touche de manière vraiment personnelle. Et je pense que je fais jamais deux chroniques qui se ressemblent. C'est vraiment... Ça dépend du livre, du genre... Ça dépend. Et ça doit peut-être être stressant de savoir que l'auteur ou l'autrice va lire ce que toi tu penses de son livre, quoi. Enfin, j'imagine, quand tu lis des critiques de mauvaises poétesses, toi aussi tu dois être un petit peu stressé peut-être. Tu sais te mettre à la place du coup de l'auteur ou de l'autrice? Je pense qu'en fait, avant, je le faisais pas et que maintenant, je le fais parce que je suis passée de l'autre côté et que je me rends compte de l'importance qu'a ma chronique parce qu'avant... je les identifiais dessus pour qu'ils la lisent. Après, parfois, oui, je reçois des messages et j'ai des échanges avec les auteurs ou les autrices qui sont vraiment enthousiasmants par rapport à cette activité de chroniqueuse, mais je pense que je réalisais pas l'importance, en fait, avant d'être autrice et de recevoir des retours. Et c'est un vrai travail, ce que tu fais, du coup, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en retirer une rémunération? J'ai quelques partenariats rémunérés, mais donc je suis indépendante complémentaire et c'est pas cet aspect-là que je souhaite le plus développer parce que j'ai pas envie de vendre mon avis. J'ai pas envie aussi en fait, j'aurais l'impression de trahir mes abonnés si je ne postais plus que des critiques que j'écrivais en étant payée. Donc, j'ai accepté quelques partenariats, mais c'est pas ce que je privilégie. Je préfère corriger des manuscrits ou accompagner les auteurs, faire des bêta-lectures. Je préfère cet aspect-là qui correspond bien à ma page et à ma ligne éditoriale, plutôt que d'être chroniqueuse payée et devenir un peu une influenceuse, en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que ta casquette de relectrice, il y a aussi le community management, ce que tu fais. T'aimes bien comme ça aussi être multicasquette? Oui, parce que si je ne varie pas mes tâches, si mes journées se ressemblent, je m'ennuie. Et je suis quelqu'un qui est très créative et ça me permet de mettre ma créativité à profit de différentes manières. Ouais, justement, comment tu construis aujourd'hui un peu tes semaines, tes mois? Comment ça se passe déjà au niveau de ton compte Instagram? À quelle fréquence tu publies? Et puis, au niveau de la lecture, etc. Vraiment, comment ça se passe ton quotidien? Je suis pas la plus organisée du monde par rapport à ça. En fait, il y a pas une semaine qui ressemble à une autre. La seule chose qui est hebdomadaire, je dirais, c'est mes stories réception. Souvent, je prends le temps de faire ça le samedi matin ou le dimanche. Je photographie tous les livres d'un coup et je poste les stories. Mais à part ça, ce qui prend le plus de temps, c'est le community management parce que c'est vraiment une attention presque constante et il y a toute une partie planification, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de contrôle, les interactions avec les gens, etc. Donc, je dirais que c'est ce qui est le plus chronophage. Et je travaille souvent sur les manuscrits à la fin de la journée. C'est souvent le moment où je me sens la plus, comment dire, concentrée sur cette tâche-là, voilà, tout vraiment simplement. relecture. Oui. Et comment tu vois l'évolution de ton compte Instagram? Qu'est-ce que tu espères qu'il devienne? J'espère continuer sur cette lancée déjà
que les lecteurs et les lectrices continuent à me suivre et à avoir confiance en mes lectures. Encore plus de partage avec eux, de découverte aussi que je fais moi sur les autres comptes. Et je vais peut-être me mettre au défi d'apparaître un peu plus sur la page parce que je sais que y a beaucoup de personnes qui aiment voir qui se cache derrière le compte. Mais c'est pas évident pour moi, c'est pas ce que je préfère. Mais pourquoi pas tendre vers une évolution comme ça. On te verra déjà un petit peu plus grâce à cet épisode. C'est vrai. Et est-ce que tu penses que ton compte Instagram, cette communauté que tu as créée, ça a aussi aidé à la visibilité du livre ? Enfin, est-ce que tu penses que Mauvaise Poétesse a pu être un peu plus distribuée grâce à ce compte Insta ? Oui, je pense. Je pense que ça a eu une influence. Même au niveau de la réception du manuscrit par les maisons d'édition, personne ne me l'a dit tel quel, mais je pense que ça a joué. Ouais, en fait, c'est un chiffre, la communauté, mais ça donne aussi de la crédibilité, quoi. Oui, aussi. Et récemment, tu as participé au salon des auteurs namurois. Oui. Ça t'a fait quoi de participer à ce premier salon littéraire ? C'était agréable. C'était très calme, pour être honnête, mais ça me faisait bizarre d'être de ce côté-là de la table et en fait de rencontrer des potentiels lecteurs totalement inconnus. Et il m'est aussi arrivé quelque chose de bizarre à ce salon. En fait, il y a deux dames qui se sont arrêtées devant mon stand et l'une d'elles a pris mon livre. Elle a commencé à le lire, elle lisait des poèmes à voix haute. Moi, je me faisais toute petite parce que j'aime pas trop ça, mais je la laissais faire son truc. Et à la lecture d'un des poèmes, elle a commencé à pleurer. Oh, purée. Et elle a jeté presque mon livre sur la table et elle est partie avant que je puisse lui dire quoi que ce soit et peut-être essayer d'avoir une discussion avec elle. Et il y avait mon petit frère qui m'accompagnait, il était derrière moi et on s'est regardé en mode qu'est-ce qui vient de se passer là. C'était une interaction très bizarre en fait de voir en direct la réaction de quelqu'un qui découvre vraiment complètement ce que je fais. Ah oui, j'imagine. En plus, du coup, ne pas pouvoir lui expliquer après, ça devait être tellement dur. Oui, j'avais envie de discuter un petit peu avec elle, mais c'était pas possible. Je l'ai même plus revue après repasser sur le salon. Elle s'est volatilisée. J'espère que je lui ai pas gâché sa journée. Et est-ce que t'as fait, du coup, quelques dédicaces ? Un petit peu, oui. Ça t'a fait quoi, comme ça, qu'on te demande de signer ton livre ? Ça me fait bizarre parce que, en fait, déjà, à la base, je voulais pas en commander pour moi. Et c'est à partir du moment où j'ai fait une story pour dire, j'ai des livres. Et si vous voulez, je peux vous les dédicacer. Et là, j'ai commencé à recevoir plein de messages. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que les gens veulent avoir ma signature dans leur livre ? J'écris très mal, en plus. Ça m'a fait bizarre. Mais c'est chouette et c'est plus difficile quand je connais pas la personne, mais quand je connais un minimum, celui ou celle qui me demande une dédicace, j'essaye de faire quelque chose de personnel et ça me met un peu la pression, mais c'est agréable de voir les gens la découvrir et être touchés. Tu t'imagines ou c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour, de lire tes poèmes vraiment devant une audience ? C'est pas ce que je préfère. Et je trouve que ça, je l'ai déjà fait. J'avais fait une interview à la radio et c'était la première fois que j'en lisais un. En fait, pour être honnête, les seuls endroits où j'ai déjà lu des textes à voix haute, c'est aux enterrements, en fait. Oui. Mais lire mes textes, je trouve que ça s'y prête pas tellement. Parce que c'est pas une poésie qui est slamée. Il y a un rythme, clairement, et si on la lit soi-même à voix haute, je pense qu'on sent, j'espère en tout cas qu'on sent cette recherche de rythme. Mais je trouve que mes textes sont assez introspectifs et se prêtent plus à la lecture chez soi. C'est mon avis en tout cas. Et si ça se présente, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je vise. Et là, avec les nouvelles notes que tu as dans ton téléphone, tu imagines déjà comment les relier entre elles pour un potentiel livre ? Oui, j'ai commencé à faire une structure. Je me suis dit là, c'est vrai que c'était un projet assez spontané. Et là, j'essaye de faire quelque chose qui est plus réfléchi, peut-être plus mûr. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça peut être accueilli. Peut-être que cette spontanéité, il y a des personnes qui ont lu mon livre et qui ont même parlé de naïveté, pas de manière péjorative, mais un côté un peu enfantin, parfois dans la manière dont j'écris, c'est peut-être aussi ça qui a plu. Donc je veux
pas non plus trop m'éloigner de ça. Et toi, tu vois une évolution entre ce premier livre qui est sorti et ce que tu écris maintenant? Je saurais. Honnêtement, j'ai pas le recul nécessaire pour le dire. J'ai juste peur de... En fait, là, ce sont des textes que j'ai écrits sans avoir le but qu'ils soient lus. Oui. Et j'espère ne pas avoir perdu ça, en fait. Je n'ai pas envie de commencer à écrire en imaginant ce que les gens pourraient penser, etc. Ah oui. Je pense que c'est un risque. Et ça, du coup, j'imagine que tu peux compter par contre sur ta maison d'édition pour te donner un regard critique aussi et t'empêcher peut-être d'aller sur cette voie. Oui. En fait, je leur ai dit que je continuais à écrire des poèmes, mais je n'ai pas présenté un projet ou quoi que ce soit parce que je ne sais même pas s'il va aboutir. Et le contrat que j'ai signé avec eux est pour un livre. J'ai pas signé. C'est important, ça d'ailleurs, quand on signe un contrat avec une maison d'édition. Il faut pas accepter les clauses d'exclusivité, sinon on s'engage à toujours présenter en priorité ses futurs écrits à la maison d'édition avec laquelle on signe, et on perd un peu de cette liberté qu'on a en tant qu'auteur. Donc, je n'ai pas l'obligation de leur envoyer, mais surtout, je ne sais pas si eux souhaiteraient en publier un autre. Donc, on verra où ça me mène. Récemment, il y a eu le mois Lisez-vous le Belge, et tu es une des ambassadrices. Ça te fait quoi qu'une telle initiative existe pour mettre en avant justement les auteurs et les autrices belges? C'est vraiment dans la lignée de ce que toi, tu as envie de faire aussi? Oui, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté local et mettre le belge en avant. C'est la 2e année que je participe en tant que chroniqueuse. C'est totalement bénévole, je suis pas rémunérée pour ça. Et j'ai la chance de pouvoir choisir 3 livres dans le catalogue de 3 maisons d'édition différentes. Trop bien. Et en échange, je m'engage à faire un retour au mois de novembre. Donc cette année, j'ai lu Animal de Anne-Sophie Tirmarche, une BD Après l'orage, et Slash d'Aliénor de Broc. 3 très très belles découvertes. Et je trouve que c'est un projet qui est vraiment super important. On voit bien que les Belges se font une place dans la littérature francophone, mais c'est pas toujours facile. On l'a vu avec le Goncourt. Et je trouve ça super important qu'une telle initiative existe, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Ouais, et pour toi, c'est important de contribuer justement à ça. Exactement. Je répondrai toujours positivement et avec grand enthousiasme à l'invitation si on me la propose l'année prochaine. Ce sera avec plaisir. Et dans ce que tu lis, comme ça, sur l'année, il y a beaucoup de Belges où vraiment tu varies. Et est-ce que tu lis encore dans d'autres langues que le français aujourd'hui? Il n'y a pas énormément de Belges. C'est honteux, mais je me rends compte qu'il y en a. Par exemple, j'adore Adeline Dieudonné. Je sais toujours quand il faut donner des exemples. Oui, c'est difficile. Pas. Il y a du belge, mais c'est honnêtement pas assez. Il y a un bookstagrammeur belge qui fait un super travail, le Belge qui lit. Lui, il lit du belge, que du belge. Enfin, je pense que parfois il fait des exceptions, mais il met vraiment en valeur la littérature belge. Je trouve ça important qu'un tel compte existe. Et malheureusement, je ne lis plus qu'en français depuis que j'ai ma page, en fait. C'est assez bizarre. Au début, en fait, ma page était bilingue. Mon compte Instagram, qui portait un autre nom, en fait, quand je lisais un livre en français, je faisais la chronique en français. Et quand je lisais un livre en anglais, je faisais la chronique en anglais. Et progressivement, je me suis rendu compte que je ne gagnais que des abonnés francophones, qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les chroniques en anglais. Et j'ai commencé à recevoir des services de presse. Et là, j'ai fait le choix de switcher vers le français. Et en fait, je reçois tellement de livres en français que j'en viens à ne plus lire que ça. Et pourtant, j'ai des livres en anglais qui m'attendent dans ma bibliothèque. Tu parlais du Belge qui lit. Sur Compose, j'ai aussi reçu François Kuhn, Livraison de mots. Il y a tout ce mouvement Bookstagram. Tu trouves qu'on donne aujourd'hui plus de crédibilité justement à ces chroniqueurs / influenceurs littéraires que par le passé? Enfin, on valorise leur opinion, notamment au sein des services presse des maisons d'édition. Oui, je vois vraiment une différence même par rapport à quand j'avais mon blog et maintenant. Je pense que ce que les gens aiment bien avec les bookstagrammeurs, c'est que ils peuvent voir qui est derrière le compte et s'identifier aussi à ses lectures. Et c'est pas comme un critique qui va peut-être brasser plus large au niveau de ce qu'il lit, parce que
y a des prix qu'il doit lire, etc. Et les chroniqueurs, en fait, suivent leurs envies. Quand on regarde leur feed sur Instagram, on voit assez rapidement ce qu'ils aiment ou pas. Moi, je vais sur un compte, je regarde un petit peu, je sais direct si je vais m'abonner ou pas, si ça lit un petit peu comme moi ou pas du tout. Et les maisons d'édition ont senti ce potentiel. Il y a aussi BookTok qui se développe. Je suis pas dessus, je poste un TikTok de temps en temps, mais c'est pas mon truc, mais ça se développe. Et bien sûr que les gens, allez, le soir, on va pas se mentir, on scrolle. Et voilà, c'est une manière super simple de choisir ses lectures, et les maisons d'édition l'ont bien compris. Justement, toi, t'as quel rapport aux réseaux sociaux ? C'est compliqué parce que c'est un outil de travail. C'est aussi un outil plaisir, on va dire, avec ma page. Mais parfois, j'ai besoin de m'en éloigner parce que les réseaux poussent à se comparer. Ouais. C'est pour ça, par exemple, récemment, j'ai reçu un avis négatif sur mon livre, et je l'ai partagé parce que je me suis dit, en fait, je suis en train de bombarder tout le monde avec des chroniques hyper élogieuses, et mon but, c'est pas non plus de foutre des complexes à des gens qui galèrent peut-être à se faire publier. Et je voulais montrer que il y a ça aussi. Il y a eu une trend récemment avec laquelle les gens, en fait, partageaient leurs échecs. Et j'ai vu passer ces posts, je l'ai pas encore suivi. Souvent, je suis un peu à la traîne pour les tendances. Mais quand j'ai vu ça m'a fait du bien. Il y avait des gens qui disaient, moi, j'ai toujours pas mon permis. Je sais plus. Il y avait plein de choses comme ça. Et je me disais, c'est bien aussi de rappeler ça. On a des réussites, mais tout va pas non plus tout le temps comme sur des roulettes. Et ouais, parfois j'ai besoin de m'éloigner des réseaux à cause de ce côté très performatif. Parfois aussi, il y a moins d'authenticité. Il y a parfois des bookstagrammeurs. On se demande s'ils ont lu vraiment le livre. Et il y a aussi énormément d'intelligence artificielle. Même l'autre jour à la gare, j'ai vu une pub avec l'intelligence artificielle. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je la vois déjà tout le temps sur l'écran de mon téléphone, et maintenant c'est partout. Et parfois j'ai besoin de respirer hors des réseaux. Ouais. Ça doit être dur de savoir entre gros guillemets garder sa place, parce que voilà, il y a l'algorithme, il y a le fait qu'on est obligé d'être régulier, mais de temps en temps tu ressens le besoin de t'en éloigner. T'essayes vraiment de t'écouter par rapport au réseau? Oui, tant pis si je pars 2-3 semaines et que quand je reviens, j'arrive même pas à 100 likes sur le post. C'est comme ça, je pense qu'il faut quand même faire passer soi et sa santé mentale avant le reste. Comment tu vois un peu l'évolution de ta carrière professionnelle? Est-ce que tu veux toujours donner autant de place à ce compte Instagram, à tes lectures et aussi à ton écriture, malgré tes différents projets pro à côté? Tu veux garder cette place? Oui, j'y tiens vraiment à ce compte. Il m'accompagne depuis longtemps, je lui dois beaucoup, et même si les réseaux ont leurs défauts, je pense que c'est bien aussi de garder la culture sur les réseaux. Et c'est vrai que mes posts sont pas toujours très instagrammables, dans le sens où je mets une photo et je mets ma chronique dans la légende, et en fait je travaille avec les réseaux. C'est pas ce que je ferais pour mes clients parce que la caption est beaucoup trop longue et voilà. Mais j'y tiens en fait à ce format. J'ai pas envie de changer pour l'algorithme, parce que là c'est pas un compte pour mes clients, c'est un compte pour moi, pour mes lecteurs, pour la littérature. Ouais. Et puis tu fais ce que tu veux, du coup. Voilà. T'es fière d'avoir osé te lancer, d'avoir osé lancer ce compte Instagram? Oui. Oui, je suis fière d'avoir osé. Enfin, je sais pas si je peux parler de fierté, parce qu'à la base, c'était un besoin personnel. Mais c'est vrai que je suis fière d'avoir tenu le cap, en fait, toutes ces années. Et fière d'avoir aussi, du coup, sorti ton premier manuscrit? Oui, aussi. Oui. C'était un rêve de gamine de sortir un livre. Je m'attendais peut-être pas à ce que ça soit un petit recueil de poésie, mais c'est mon livre, voilà. Trop chouette. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode, et du coup je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Ça peut être à tous les niveaux. Ok.
Je dirais prendre plus de confiance quand je parle de moi-même, ne pas toujours être en train de triturer mes mains et chercher mes mots et avoir peur de me mettre en avant et de reconnaître que ce que j'ai fait, comme mon copain le dit parfois, c'est une dinguerie. Et excellent. voilà. Trop chouette, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Anaë d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve en 2026 pour un nouvel épisode.